Salut, c'est Nathan. Avant de commencer, je veux que vous méditiez sur une idée. Un peu étrange, ceux qui passent leur vie à rechercher les disparus sont souvent ceux qui n'ont jamais pu retrouver la seule personne qui comptait vraiment pour eux. Cette histoire est celle d'un homme comme ça. Son métier consistait à s'enfoncer dans les brumes de Bretagne, dans les eaux froides ou dans les ruines de fermes incendiées pour ramener des inconnus chez eux. Et il y excellait. Pendant 4 ans, il a porté le poids de la seule recherche qu'on ne l'a jamais autorisé à mener. Puis, un matin avant l'aube, un téléphone a sonné et une enfant qu'il n'avait jamais rencontrée a prononcé un mot que seul un mort était censé connaître. Je vous raconte cela parce que cela m'a appris quelque chose que j'oublie trop souvent: le deuil n'est pas toujours la fin d'une histoire. Parfois, c'est une porte que quelqu'un a laissée entr'ouverte exprès, en espérant que ce soit vous qui la franchissiez. Restez avec moi jusqu'au bout, car la manière dont cet homme démantèle les traîtres de sa famille est patiente, méritée et sublime. Tout commence par un prénom qu'un père a murmuré à sa fille, juste au cas où. Le téléphone a sonné à 4h40 du matin et Damien Fenn était déjà réveillé, car ceux qui dressent des chiens de recherche apprennent à dormir comme des chevreuils, par morceaux, une oreille toujours au aguet. Il a décroché à la 2e sonnerie. La femme à l'autre bout s'est présentée comme une lieutenante de la gendarmerie de Quimper. Elle lui a dit qu'ils avaient trouvé une fillette errant pieds nus sur l'accotement de la route départementale près d'Auray à l'aube, et que son numéro était la seule chose qu'ils avaient pu obtenir d'elle. Damien s'est redressé dans l'obscurité du chalet qu'il avait construit lui-même et a dit la seule chose vraie: je pense que vous vous trompez de personne. Je n'ai pas de fille. Il y eut un silence. Le bruissement de papier, puis la lieutenante a répété doucement, sur le ton qu'on utilise avec quelqu'un sur le point de sauter d'une corniche: Monsieur? Je vous en prie, venez. Il a failli refuser. Il avait passé 4 ans à apprendre à ne plus poursuivre ce qui ne pouvait pas être vrai. Mais sa chienne, Cota, était sortie de son panier et se tenait devant la porte, les oreilles dressées comme lorsqu'elle captait une piste. Et Damien avait appris à faire confiance à cette chienne plus qu'à sa propre vie. Alors, il a enfilé ses bottes. La brigade sentait le café brûlé et la cire à parquet. Une assistante sociale l'a accueilli dans un couloir au néon grésillant et lui a dit que la petite était calme, qu'on lui avait donné une couverture et une brique de jus de pomme, et qu'elle semblait savoir exactement qui elle attendait. Damien ne comprenait pas. Il est entré dans la salle. Elle était minuscule, 6 ans. Peut-être, perdue dans un gilet de laine trop grand, avec des pieds écorchés. Une tignasse brune et les yeux de Julien. C'est la première chose qui l'a frappée. Avant que tout le reste ne prenne sens. Elle avait les yeux de son frère, ce gris-vert si particulier. Elle a levé les yeux et quelque chose sur son visage s'est ouvert avec un soulagement si total qu'il en devenait insupportable à regarder. Elle a dit: Nounours? Tu es Nounours? Papa a dit: retrouve Nounours. Damien ne pouvait plus respirer. Parce que Nounours n'était pas un nom connu. C'était ce que Julien l'appelait quand ils étaient gamins en foyer d'accueil. Quand Damien avait 7 ans et qu'il avait peur du noir, Julien, qui en avait 9, lui disait: T'inquiète pas, je te tiens, mon nounours. Julien était mort depuis 4 ans. Et personne, aucun vivant, n'avait jamais entendu ce mot. Il a dû s'agenouiller, sans même s'en rendre compte. Il se souvient des mains froides de la petite trouvant les siennes et de la voix de l'assistante sociale au-dessus de lui. Et puis, il se souvient d'avoir regardé par-dessus l'enfant vers l'encadrement de la porte, car une silhouette l'occupait. Une femme en long manteau, les cheveux courts enfoncés, plus âgée et plus mince que dans son souvenir, mais incontestablement elle.
Le sol s'est dérobé sous les pieds de Damien. Parce que la femme derrière cette petite terrifiée était Lisa, la femme de son frère, qui avait été enterrée 4 ans plus tôt dans un cercueil scellé après l'incendie sur le vieux voilier qui les avait emportés tous les deux, et, pensait-on, leur bébé à naître aussi. Il avait porté ce cercueil. Il avait payé la pierre tombale. Et la voilà, elle respirait, le regardant avec une expression qu'il mettrait des semaines à nommer. Et le seul mot qu'il a trouvé, finalement, fut « effrayé ». Pas de lui, mais de ceux qui se tenaient derrière elle. Pour comprendre pourquoi une morte est entrée dans cette salle, il faut remonter à 2 garçons qui n'avaient rien d'autre que l'un pour l'autre. Damien et Julien Fesne ont grandi dans le système de l'aide sociale à l'enfance dans la campagne humide et grise au nord de Seattle, mais transposons cela dans nos terres bretonnes. Ballottés de foyer en famille d'accueil, le plus jeune était observateur, le plus âgé était tout en chaleur et en bruit. Julien était le gamin qui donnait son goûter et se faisait frapper. Pour ça, avant de recommencer le lendemain. C'est lui qui a appris à Damien que la peur et le courage sont la même chose, habillés de manteaux différents. Quand Damien se réveillait de ses cauchemars, Julien posait une main sur son torse et disait « Je te tiens, nounours ». Et Damien pouvait respirer à nouveau. Ils ont quitté le foyer à 3 ans d'intervalle et sont restés proches pour le reste de la vie de Julien. Julien a appris à construire des bateaux en bois, de vrais navires, avec des bordées à clin et des membrures cintrées à la vapeur, un métier qui tenait de l'art et de l'entêtement. Damien a pris une autre voie, le sauvetage, et a découvert un don pour la recherche, une patience qui lui permettait de lire le sol, le climat et les signes de panique des égarés. Il dressait des chiens. Il ramenait les gens chez eux. C'était la seule chose qui faisait taire sa vieille peur. Puis, l'héritage de leur père a été débloqué. L'homme qui les avait abandonnés était mort riche et rongé par la culpabilité, laissant aux frères un trust, pas une fortune, mais une somme réelle. Pour Damien, cela n'a rien changé. Pour Julien, tout a basculé car il venait de tomber amoureux. Lisa Merrick est arrivée dans la région l'été où l'argent a été libéré. Elle était intelligente, ravissante, riait aux blagues de Julien et en savait bizarrement long sur les clauses d'un trust pour une femme qui prétendait être arrivée là par hasard. Julien avait 31 ans et n'avait jamais été choisi par personne, elle l'a choisi, bruyamment, totalement. Ils se sont mariés dans l'année. Damien se tenait aux côtés de son frère, se disant que la froideur dans son ventre n'était que la vieille peur. La peur de faire confiance aux belles choses, car elles finissent par partir. Les Merrick étaient une part sombre que Damien n'a vue que bien plus tard. Lisa n'avait pas erré par hasard. Elle avait été envoyée. Sa famille, issue d'un milieu fortuné et corrompu, avait une activité très spéciale. Ursula Merrick, la matriarche, passait son temps à transformer les deuils des autres en liquidité. Son instrument aurait été ça. Petite fille. Mais celui qui gérait la machine n'était pas un Merrick. C'était un manipulateur nommé Nash Ackerley, un homme doux et élégant qui se faisait appeler consultant en transition. Il avait bâti une entreprise hideuse, un service discret vendu aux gens désespérés ou coupables, permettant de rendre des personnes vivantes légalement mortes. Faux décès, assurances encaissées. Domaine saisi par la complicité des héritiers. Lisa avait grandi là-dedans. Quand le trust des Fesne a été débloqué, Nash a vu une source d'argent générationnelle, gardée par rien d'autre que 2 orphelins et un bateau. Il a envoyé son meilleur appât. Pendant un temps, Julien a été heureux, et c'est la partie qui fait le plus mal. Damien possède des photos de cette époque. Mais vers la 3e année, le mariage a commencé à sonner faux.
Lisa partait en long voyage. De l'argent quittait le trust par des canaux que Julien ne pouvait tracer, car les dossiers étaient toujours impeccables, notariés par des inconnus. Et il y avait cet homme, Nash Ackerley, qui rôdait toujours trop près. Julien avait découvert quelque chose. Il avait commencé à tenir un petit carnet de bord étanche dans son atelier et avait contacté un avocat pour protéger l'enfant qui allait naître. Une fille qu'ils avaient prévu d'appeler Clémentine. Julien n'a jamais pu modifier son testament. 3 semaines avant la naissance, le bateau qu'il finissait a pris feu au port en pleine nuit. Lorsqu'il a été retrouvé, ce n'était plus qu'une carcasse calcinée dans l'eau noire. On a dit à Damien que Lisa était descendue sur le quai, effondrée, s'était jetée dans les flammes ou s'était évanouie, emportée avec l'enfant. Un triple drame. Des cercueils fermés parce qu'il n'y avait, disait-on, rien à voir. Le médecin légiste, un certain docteur Corbin Sado, avait signé les 3 certificats, et Damien, noyé par le chagrin, avait serré la main de cet homme en le remerciant. Nash Ackerley avait envoyé des fleurs. Les Méric avaient tout géré avec une compétence que Damien avait prise pour de la bonté. Et voilà la cruauté, Damien Fenn, l'homme qui pouvait retrouver n'importe qui, a appris qu'il n'y avait personne à chercher. Et il l'a cru, parce que l'alternative que son frère était assassiné et sa belle-sœur et son bébé enlevé vivant était trop vaste, trop folle à concevoir. Il a enterré 3 cercueils, 2 étaient vides, et il a cessé de dormir correctement. Pendant 4 ans, il a mené les recherches des autres sans jamais faire la seule qui comptait. Alors, quand Lisa est entrée dans cette salle éclairée au néon derrière une enfant bien vivante, 4 ans de deuil mensonger se sont effondrés en lui. La première chose qu'il a dite ne fut pas un cri de tendresse. « Tu es morte. Je t'ai enterrée. » Lisa n'a pas discuté. Elle a regardé la petite fille, Clémentine, car c'était elle, et a dit, « Pas moi. Juste Julien. » Puis, avant que les gendarmes ne puissent intervenir, elle a agrippé la manche de Damien avec une force qui l'a effrayé. Il viendra pour elle. Il a peut-être 1 heure de retard. J'ai fui, Damien. J'ai enfin fui. Mais je ne peux pas échapper à Nash, et je ne peux pas l'emmener là où il ne la trouvera pas. Alors j'ai fait la seule chose qu'il n'attendrait jamais. Je l'ai amené au seul homme au monde qui trouve les gens pour vivre. S'il te plaît, quoi que tu penses de moi et tu devrais tout en penser cache. Ma fille. Damien a regardé l'enfant qui tenait sa main, les yeux de son frère sur son visage, et quelque chose de vieux et de solide s'est réveillé en lui. Je te tiens, nounours, a-t-il dit. Monte dans le camion. Ce qui a suivi fut l'assemblage lent et écœurant de la vérité. Damien a reconstitué les faits. Comme une recherche, zone par zone, refusant de sauter le moindre mètre. Il a emmené Clémentine et la femme qu'il avait enterrée au chalet, et il a appelé la seule personne à qui il faisait confiance, Dash, un ancien partenaire de recherche devenu expert en données. Il a assis Lisa à sa table de cuisiner. L'a forcée à parler. Tout est sorti par morceaux, horrible et complet. Oui, elle avait épousé Julien pour l'argent. Oui, elle était la maîtresse de Nash Ackerley. Depuis ses 19 ans. Oui, l'incendie était destiné à supprimer Julien. Uniquement, elle et le bébé devaient mourir, sur papier pour refaire surface, riche. Mais la machine qui efface les gens finit par vous effacer. Aussi. Lisa a compris la nuit de l'incendie que son certificat de décès n'était pas une fiction qu'elle contrôlait, mais une laisse que Nash tenait. Sur le papier, elle et Clémentine n'existaient pas. Elle ne pouvait ni ouvrir un compte bancaire, ni voir un médecin, ni appeler un avocat sans les identités falsifiées par Nash, qu'il rationnait. Elle avait échangé un mari pour un maître.
Pendant 4 ans, elle a vécu dans des maisons surveillées, élevant une enfant que Nash gardait précisément parce qu'une enfant cachée est l'otage. Parfait. Et Julien, dans ses dernières semaines de peur, avait fait 2 choses. Qui allait tout changer, il avait caché son carnet de notes et il avait préparé l'avenir de sa fille en faisant promettre à Lisa, s'il se passe quelque chose, il y a un homme appelé Nounours. Et Nounours arrive toujours. Damien a cessé de dormir à nouveau. Mais cette fois, le deuil s'était transformé en mission. Il a commencé à pister. Dash a ressorti les certificats de décès et a trouvé la signature du docteur Sado sur 11 autres, triple incendie, ou noyade solitaire, dans 3 départements. Un médecin légiste qui, apparemment, ne savait pas garder ses patients en vie. Il a remonté le réseau de Nash Ackerley jusqu'au Trust d'Emeric. Lisa, après avoir décidé de tout brûler, s'est révélée être le meilleur témoin qu'on puisse espérer. Elle a donné des noms, des adresses, et a révélé l'existence de Simone, la faussaire de Nash, qui détestait son travail et gardait des copies cryptées de tout une assurance vie au cas où Nash déciderait de l'effacer. Et elle a dit à Damien où Julien avait caché son carnet, scellé dans le réservoir de flottabilité de la petite dérive qu'il construisait pour le bébé. Ce bateau qui n'avait pas brûlé. Et qui dormait dans le hangar de Damien depuis 4 ans parce qu'il ne pouvait se résoudre à le vendre. Il l'a trouvé à 2 heures du matin à la lueur d'une lampe. Lire les notes de Julien, c'était comme entendre sa voix dans l'obscurité. La dernière entrée, 3 jours avant l'incendie, disait « Si quelque chose m'arrive, ce n'est pas un accident. Protège le bébé. Dis à dès que je suis. Désolé de ne pas avoir vu le piège, mais je sais qu'il l'aurait vu. Donne-la à mon frère. Elle sera en sécurité avec Nounours. » Damien a pleuré dans son hangar, les chiens contre ses jambes. Puis il s'est essuyé le visage et s'est mis au travail. Car maintenant, ce n'était plus seulement un devoir, c'était une dette. Mais vouloir la justice et l'obtenir sont 2 choses différentes. Nash Ackerley était passé maître dans l'art de disparaître. Allez voir la gendarmerie. Avec une femme censée être morte et un carnet aurait, Damien le savait, conduit Clémentine dans les griffes des services sociaux, où l'argent d'Emeric aurait gagné. Il a donc fait ce qu'il savait faire de mieux, il a cessé de traquer l'homme et a commencé à penser comme lui. Il a tendu un piège avec la seule chose à laquelle Nash ne pouvait résister, l'argent du trust, qui allait devenir légalement disponible pour la seule héritière, Clémentine. Il a réuni un réseau patient, une agente des fraudes aux assurances tenaces, une avocate sans scrupules, et même la nièce de Lisa, une adolescente qui attendait une porte de sortie. Le piège était élégant. Pour débloquer les fonds, il fallait une réunion entre les tuteurs, les héritiers et le consultant en transition, Nash Ackerley, dans un cabinet notarial à Vannes. Il ne pouvait pas rater ça, il ne faisait confiance à personne pour manipuler cet argent. Le jeudi matin, alors que l'équipe de l'agente filmait tout, Damien a mené l'autre moitié du piège. Lisa savait que les enfants des familles, transitionnés, qui n'étaient plus utiles, n'étaient pas relâchés, ils étaient gardés dans un camp de vacances désaffecté. Dans les montagnes. Damien, avec ses chiens, a lu le terrain, a traqué les traces, et dans la lumière déclinante, a trouvé le camp. Ce qu'il y a trouvé n'est pas pour ce récit, sauf pour dire que 2 autres enfants en sont sortis vivants, et que Damien a porté le plus petit sur tout le chemin du retour. Le jeudi, le piège s'est refermé. Pas avec fracas, mais avec une certitude absolue. Nash Ackerley est arrivé dans son beau manteau, s'est assis à la table qu'il pensait contrôler, et a parlé, car les hommes comme lui aiment s'écouter. L'enregistrement à tout prix. Lorsque l'agente a fait irruption, le premier réflexe de Nash a été de désigner Lisa comme la coupable.
Mais le témoignage de la jeune nièce, les archives cryptées de la faussaire, et les 11 exhumations déjà ordonnées ont fait voler sa défense en éclats. La machine n'avait plus de porte de sortie. Le démantèlement a duré 1 an. Nash a fini derrière les barreaux, Ursula Merrick a vu son empire saisi, et le docteur Sado a perdu sa licence. Et sa liberté. Lisa, elle, a plaidé coupable et est allée en prison. Damien a demandé la clémence pour elle, car elle avait couru, à la fin, amenant sa fille à l'homme qu'il fallait. Aujourd'hui, Clémentine vit avec son oncle dans le chalet au-dessus d'Auray. Elle a 7 ans, les yeux de son père, et cette gentillesse obstinée, celle qui fait qu'on partage son déjeuner. Les nuits où la peur revient, Damien s'assoit au bord de son lit et pose une main sur son torse. Jusqu'à ce que sa respiration se calme, et il répète la chose que son frère lui a apprise, je te tiens. Elle le croit, parce que c'est vrai. Parce que certains sont retrouvés à l'aube par l'homme qui a passé sa vie à apprendre à regarder. On aime imaginer que le mal porte un masque, mais la machine l'a plus. L'aide de cette histoire fonctionnait sur des appétits ordinaires, la cupidité, le besoin de contrôle, et la volonté de fermer les yeux quand le malheur d'un inconnu paie vos factures. Nash Ackerley n'a rien inventé de monstrueux, il a industrialisé ce que les gens font discrètement tout le temps. Et il a presque réussi, parce que son génie était de convaincre ses victimes qu'elle était seule. Ce qui a brisé cette machine, ce n'est pas un héros avec un flingue. C'est un homme qui a refusé de sauter la moindre parcelle de terrain, qui a compris que les puissants comptent sur votre lassitude. Je pense souvent à Julien. Il n'était pas assez malin pour voir l'arnaque, mais assez intègre pour laisser une ligne de vie. Il avait confiance que son frère viendrait. Il avait raison. Si vous retenez quelque chose de ceci, retenez ceci, laissez la ligne de vie. Faites le travail patient. Et quand quelqu'un que vous aviez enterré vous appelle par un prénom que seul l'amour peut connaître, allez-y. Quoique vous pensiez avoir enterré, allez-y. C'est Nathan. Merci d'être resté jusqu'au bout. Prenez soin de ceux qui viendraient vous chercher, et soyez le genre de personne à qui quelqu'un pourrait confier son enfant à l'aube.